Vladimir Poutine au fort de Brégançon, à quelques jours du G7 de Biarritz auquel la Russie n'est pas invitée. Emmanuel Macron reçoit son homologue dans sa demeure de vacances, une rencontre synonyme de nombreux défis à relever pour le président français dont l'influence à l'international se réduit à peau de chagrin. Matteo Salvini accapare toute l'attention en Italie après être devenu le champion de la lutte contre l'immigration grâce à un décret condamnant les ONG complices des passeurs. Le chef de file de la Ligue a profité d'un désaccord avec ses alliés du mouvement 5 étoiles pour demander des élections anticipées. Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. Après cette petite pause estivale à la une de cette édition, Emmanuel Macron reçoit Vladimir Poutine au fort de Brégançon. Alors que le président russe est exclu du prochain G7 organisé à Paris fin août, Emmanuel Macron tente une opération séduction pour redorer les blasons des relations entre Paris et Moscou. Emmanuel Macron tente une opération séduction avec Vladimir Poutine. À quelques jours du G7 organisé à Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques, dont la Russie est exclue depuis la crise ukrainienne de 2014, le président français reçoit son homologue russe ce lundi soir au fort de Brégançon, la demeure de vacances des chefs d'État tricolores. Après le faste de Versailles, Vladimir Poutine est décidément un invité pas comme les autres pour le président français. Un an après la réélection du président russe avec plus de 76% des voix, Emmanuel Macron a de quoi saliver devant cette cote de popularité, mais pas seulement. En effet, la Russie occupe désormais une place incontournable au niveau international, alors même que la France est de plus en plus reléguée à un statut de moyenne impuissance. Une mise au banc subie qu'Emmanuel Macron aimerait bien réussir à contrecarrer. La rencontre à Brégançon envoie donc un signal positif à l'endroit de Vladimir Poutine en réintégrant la Russie dans le dialogue international, malgré son absence au G7. Au programme des discussions entre les deux hommes, l'avenir du conflit ukrainien où la France n'a pas brillé par ses prises de position. Pire même, les sanctions prises contre Moscou après l'annexion de la Crimée par la Russie ont essentiellement nui à l'Union européenne et principalement au secteur agricole français. Pendant ce temps, la Russie a travaillé à son autosuffisance alimentaire, un véritable camouflet pour Bruxelles. Emmanuel Macron devrait donc œuvrer pour pacifier le dossier en profitant de la récente élection ukrainienne pour remettre les compteurs à zéro et avancer vers une révision des sanctions. Les contours d'une prochaine rencontre entre la Russie, l'Allemagne, la France et l'Ukraine pourraient alors se dessiner. Le conflit syrien, autre théâtre de la déliquescence diplomatique de Paris, sera également au menu de la rencontre estivale. Là encore, la France a fait la démonstration de son manque de stratégie et d'indépendance. Bachar el-Assad sera parvenu à se maintenir malgré les nombreuses tentatives de déstabilisation et Vladimir Poutine ressort finalement comme le grand vainqueur de l'opération. La question du nucléaire iranien devrait aussi s'afficher au menu, un dossier crucial tant les tensions ont grimpé d'un cran au printemps entre Washington et Téhéran. Un conflit où Emmanuel Macron aurait aimé jouer le rôle d'arbitre européen en vain. Le dossier aura donc contribué à asseoir la piètre opinion de Vladimir Poutine quant à l'indépendance de la France qu'il juge un peu trop à la solde de la diplomatie américaine. Il faut aussi avouer que le quinquennat de François Hollande a littéralement sabordé les relations franco-russes et que la normalisation des échanges est désormais plus complexe. C'est donc bel et bien un pari que fait le président français. En effet, après une contestation inédite au niveau national, Emmanuel Macron aurait bien besoin d'un rendez-vous réussi avec Vladimir Poutine pour redorer son blason pour cette rentrée après un été relativement calme. Pour autant, rien n'indique que cette politique de main tendue obtiendra de réels résultats avec Moscou, tant ces dernières années ont crispé la mère patrie. Par ailleurs, si Emmanuel Macron aurait bien besoin d'une poignée de main chaleureuse, la diplomatie russe est aujourd'hui suffisamment puissante pour ne pas courir derrière les démonstrations de sympathie. Il va donc falloir être habile pour s'entendre avec Vladimir Poutine. Reste à savoir si la question des manifestants arrêtés à Moscou sera évoquée, alors même que Paris s'était fendu d'un communiqué pour demander leur libération. En effet, la France aura du mal à adopter un rôle de donneur de leçons après l'étendue des dégâts dans la gestion de la crise des Gilets jaunes. Avec une Angela Merkel démonétisée et une Grande-Bretagne au plus près du Brexit avec Boris Johnson, Emmanuel Macron doit jouer sa carte pour tenter d'effleurer son ambition suprême d'être le leader européen, une place qui pourrait sinon lui être ravie par d'autres personnalités européennes plus populaires et davantage compatibles avec la politique russe. Matteo Salvini poursuit sa guerre contre les complices de l'immigration. Il se verrait bien prendre l'Italie en main. Après être devenu le symbole de la lutte contre l'immigration clandestine, le chef de file de la Ligue a profité d'un désaccord avec ses alliés pour demander des élections anticipées. Olivier Frère-Jacques.
pénaliser les complices de l'immigration, obliger ses alliés à le suivre dans cette voie, puis provoquer des élections anticipées. C'est la stratégie empruntée par le ministre de l'Intérieur et vice-président du Conseil des ministres italien, Matteo Salvini. Avec le consentement de ses alliés du mouvement M5S, le ministre de l'Intérieur a ainsi fait passer début août un texte prévoyant des amendes de 150 000 à 1 million d'euros pour les bateaux de sauvetage des ONG agissant en Méditerranée. En cas de résistance du personnel de bord, des peines de prison allant jusqu'à 10 années sont prévues. Ce coup de force de Matteo Salvini lui a permis de se montrer comme le champion de la lutte contre l'immigration en Italie et en Europe. Politiquement, il a acculé ses alliés du mouvement 5 étoiles M5S à soutenir son décret et contraint l'opposition de centre-droit de Silvio Berlusconi ainsi que les nationalistes de Fratelli d'Italia à l'abstention. La médiatisation de l'arrêt en pleine mer de navires comme l'Open Arms et l'Ocean Vikings ou encore les sorties médiatiques de l'acteur américain Richard Gere ont également participé de la mise en lumière de la gestion italienne de la crise migratoire. Une mise en lumière dont le ministre de l'Intérieur a su profiter pour tirer la couverture un peu plus de son côté et mettre ses alliés populistes du M5S, moins à l'aise sur la question migratoire, dans l'embarras. Un thème qui n'aura cependant pas eu raison de l'alliance Lega M5S, mais qui aura participé des tensions qui aboutirent le 8 août à l'annonce de la fin de la coalition avec la demande de Matteo Salvini d'organiser des élections législatives anticipées. La goutte d'eau qui aura fait déborder le vase populiste aura finalement été la question de la ligne ferroviaire reliant Lyon à Turin, un aménagement auquel M5S est farouchement opposé, alors que la Ligue et son meneur Salvini le soutiennent. Et pour cause, le projet devrait largement profiter au milieu d'affaires du nord de l'Italie, milieu que la Lega, qui se nomme officiellement toujours la Ligue du Nord pour l'indépendance de la Padanie, n'entend certainement pas froisser dans sa quête du pouvoir. Un désaccord et une occasion pour Matteo Salvini de tenter sa chance face aux urnes. Un pari risqué mais pas impossible puisque celui-ci bénéficie d'un soutien massif si l'on tient compte des résultats des élections européennes lors desquelles la Ligue a obtenu 34% des voix contre seulement 17% pour M5S. Mais la stratégie Salvini pourrait bien avoir du plomb dans l'aile puisque l'opposition de centre-gauche, le Parti démocrate, s'est dit désormais prêt à former une nouvelle coalition contre lui avec le mouvement 5 étoiles en dépit de la compromission de celui-ci avec la Ligue. Un scénario étonnant mais possible qui semble avoir effrayé Matteo Salvini qui s'est depuis montré plus calme, affirmant même être prêt à continuer de gouverner avec le M5S moyennant un remaniement gouvernemental. Les dirigeants de 5 étoiles ont qualifié ce revirement de honteux et ne souhaiteraient plus entendre parler de Salvini. Volontiers provocateur, rodé à l'exercice de la communication politique contemporaine, Matteo Salvini, adepte de l'ultra-personnalisation, sorte de Macron nationaliste italien, pourrait créer la surprise en cas d'élection anticipée. En cas d'échec, il pourrait aussi avoir fait perdre de nombreuses années à son propre camp. Et retour en France à présent pour découvrir une jolie initiative en Bourgogne. Aqua, une association qui œuvre pour la sauvegarde du patrimoine fluvial, a racheté l'Aster, l'une des dernières péniches en bois, pour la restaurer. Un sacré chantier. Jean-Louis Huguenot n'a pas toujours travaillé de ses mains. Professeur de biologie à la retraite, il participe depuis 2 ans à la rénovation de cette péniche en bois, une façon pour lui de contribuer à la conservation du patrimoine historique de Saint-Jean-de-Laune. Saint-Jean-de-Laune, c'est le premier port fluvial de France, où il y a plein de bateaux. Avant, c'était l'endroit où l'affrètement des péniches était très important. Il y a très peu de péniches maintenant qui font du transport. Et donc le fluvial, c'est un souvenir à ne pas oublier. Et si les gens viennent à Saint-Jean-de-Laune, c'est pour les bateaux. Avec l'apparition des bateaux en fer à la fin du 19e siècle, le propriétaire d'un chantier naval du Cher se retrouve sans commande et un stock de bois sur les bras. Il fait alors construire l'Aster en 1951. Il l'a construit pour une traction animale parce qu'il voulait concurrencer les bateaux de fer qui étaient déjà motorisés. Alors il avait mis des contremaîtres, ce qu'on appelle des contremaîtres dessus, des mariniers, et puis au bout de 3 ans, ils l'ont quand même motorisé. D'abord affecté au transport de marchandises vers le nord de la France, le bateau accueille des enfants en classe verte dans les années 70, puis des croisiéristes. Après un changement des normes européennes, l'Aster perd son permis de naviguer et reste inactive sur les bords du canal du Nivernais. Les travaux de rénovation terminés, la péniche pourrait devenir un lieu d'exposition.
Ça serait le passage de témoins entre le bateau du passé avec l'avenir, parce que je pense que quand même la batellerie a beaucoup d'avenir dans le transport, surtout qu'en ce moment on nous parle beaucoup d'écologie. Avant cela, l'association doit récolter encore 200 000 €, notamment pour construire un abri contre les intempéries et installer des passerelles pour accueillir le public sur la péniche. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. Le chantier de Notre-Dame de Paris a repris, interrompu le 25 juillet en raison de la contamination au plomb et du non-respect des conditions de travail. Les travaux ont finalement été relancés ce lundi sous très haute surveillance. De nombreuses précautions de sécurité ont été mises en place, notamment l'ouverture d'une entrée unique nécessitant un badge pour pénétrer dans le périmètre. Des zones propres et sales ont été séparées par des cloisons et chaque personne se rendant sur les lieux a désormais l'obligation de revêtir une combinaison jetable, ouvriers comme représentants religieux. Cette phase de contamination devrait durer au moins jusqu'à la fin de l'année pour laisser place aux travaux de reconstruction qui devraient commencer début 2020. François de Rugy de retour aux affaires, mises en cause après des dépenses embarrassantes du temps de sa présidence de l'Assemblée nationale. Le ministre démissionnaire est redevenu député samedi. Le désormais ex-ministre de la Transition écologique avait annoncé qu'il reprendrait son siège. C'est à présent chose faite. Touché par les révélations de Mediapart, François de Rugy n'est donc pas coulé et affirme qu'il reste disponible pour une place au gouvernement si le président ou le Premier ministre venait à penser à lui. Le sénateur Rassemblement national des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier, effacé d'une photo de presse. Une photo illustrant un article du journal La Provence sur la traditionnelle procession du panier montre en effet une foule dans la cathédrale marseillaise de la Major avec au milieu un individu au visage flouté et celui-ci s'avère être Stéphane Ravier. L'élu a évoqué des méthodes dignes de la Pravda en référence à l'organe de propagande soviétique en Russie. Il a en outre écrit au directeur éditorial du quotidien Franz-Olivier Gisbert pour lui demander des explications et des excuses. Un maire français convoqué devant un tribunal administratif pour s'être levé contre les pesticides. Daniel Cueff, maire de Langouet en Ille-et-Vilaine, est convoqué devant l'appareil judiciaire jeudi à Rennes à la demande de la préfecture. Son tort, avoir pris un arrêté interdisant l'utilisation de pesticides près des habitations. Une première manifestation de soutien à l'élu s'est déroulée samedi et d'autres pourraient suivre dans les semaines à venir. Quand on vous disait que les fast-foods étaient mauvais pour la santé, vendredi dernier à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, un individu a ouvert le feu sur un employé de restaurant. Le motif, il ne préparait pas assez vite son sandwich. Blessé notamment à l'épaule, l'homme âgé de 28 ans n'a pas survécu. Le suspect a quant à lui réussi à fuir. Il est toujours recherché par la police. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour meurtre. Rien ne se perd, tout se transforme. Vera Günther, la fondatrice de l'entreprise Mimicry, a eu l'idée de lancer sa gamme de sacs à dos fabriqués avec des morceaux de canaux utilisés par les clandestins. Récupérés au large sur l'île de Lesbos, en Grèce, par la marque, les embarcations de fortune sont donc recyclées en cabas, bananes et autres sacs, des produits considérés comme dépositaires d'une mémoire. Ein Teil unserer Kundschaft kauft auf jeden Fall auch unsere Produkte, weil sie die Geschichtenerzähler sind und weil sie mehr sind als einfach nur ein Ding, was man besitzt. Une idée particulièrement en accord avec notre époque qui vous fera débourser au moins 150 € pour faire l'acquisition d'un sac à dos. Et voilà, on s'approche déjà de la fin de cette édition. Retrouvez dès à présent un nouveau numéro des programmes de l'été. Aujourd'hui, vous ferez la découverte de Virgile Dernoncourt, le responsable du développement de TV Liberté. Puis vous pourrez retrouver le meilleur de l'interview du grand acteur français Jacques Perrin. Pour finir, la nouvelle librairie vous parlera de No Society, le dernier ouvrage du géographe Christophe Guilluy. Et à présent, si vous retrouverez Mes Libertés politiques avec François Billot-de-Lochner que début septembre, vous pouvez dès à présent retrouver La France de Campagnol de Christian Combaz. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir.
se souvient peut-être de cette troupe itinérante de chanteurs américains qui sont passés par notre village l'année dernière et qui répétaient leur spectacle de chant choral dans nos églises avant d'aller sillonner les salles municipales et les temples de l'Oregon jusqu'à Seattle pendant tout l'hiver. Eh bien, les mêmes sont repassés après le 15 août, là, et nous avons un peu discuté au café après le spectacle, et notamment avec un vieux type très tout maigre, à tête d'Irlandais, qui nous a parlé de Trump et du G7. Comme tous les Californiens aisés, il était assez anti-Trump, mais il avait très bien compris la situation et il a parlé avec notre jeune Vladimir qui passait, vous savez, ce jeune d'ici dont la mère ukrainienne a épousé un type de chez nous, il y a assez longtemps, dans les années 90, eh bien, l'Américain a commencé par nous dire que le président Macron essayait en ce moment de jouer les jokers dans la négociation internationale en allant rencontrer Poutine à toute allure, comme ça, en douce, avant la rencontre générale. Et il a ajouté, c'est exactement le genre de truc. Il a dit the kind of trick, c'est-à-dire le tour de passe-passe en tourloupe que Trump déteste absolument et qui le rend furieux parce que l'autre, là, le Macron, fait ça pour lui dire, moi aussi, je suis un dominant, mais comme je ne suis pas assez fort, je me sers de quelqu'un d'autre contre toi. Trump veut être le seul à fixer les règles du jeu, mais l'autre se sert de Poutine pour lui dire tu contrôles pas tout, en fait tu contrôles rien, donc vous pouvez être sûr que Trump va se venger en faisant une sortie publique dans 3 ou 4 jours sur le thème ceux qui se croient assez malins pour jouer perso et pour donner des leçons devraient d'abord régler leurs problèmes de gilets jaunes, si vous voyez ce que je veux dire, avant de repenser la géostratégie mondiale et d'instrumentaliser les ennemis de l'Amérique. Et à ce moment-là, le jeune Vladimir, donc, qui se trouvait dans le bar avec un copain, nous a étonnés, d'abord parce qu'il parlait assez bien l'anglais pour préciser ce qu'il voulait dire quand le Californien ne comprenait pas, mais surtout parce qu'il a dit, c'est Poutine qui utilise le président français comme fusible, c'est lui qui tire les ficelles, et il l'envoie au front. Il a très bien compris que Macron, en lui donnant une chambre d'amis à Brégançon, cherche à utiliser l'un des grands mâles dominants contre l'autre, faute de faire le poids lui-même, et Poutine a donc prévu que Trump allait s'énerver contre ce petit mec qui se mêle de tout. Et dans cette affaire, la Russie va passer pour un pôle de stabilité mentale, une fois de plus, alors que dans le camp adverse, on fait n'importe quoi, on ne parle pas d'une seule voix, on dit oui et non dans la même phrase, et on s'agite beaucoup. Alors là, l'Américain a répondu, en bon californien bien libéral, oui, mais Poutine fait quand même arrêter ses opposants. Et là, Vladimir a répondu à son tour, le 14 juillet, là, Macron a fait coffrer 3 dirigeants du mouvement Gilets jaunes avant le défilé, sans aucune autre raison. Si c'est pas une arrestation d'opposants, c'est quoi alors? Je vous le demande. Et là, le Californien a dit « Ah, j'ignorais ça, mais vous êtes sûr de vos sources ?» Vladimir s'est quand même tapé sur la cuisse et il a dit « Attendez, jusqu'à nouvel ordre, c'est nous qui lisons la presse française et qui regardons la télé nationale, donc oui, on est sûr de nos sources. Et vous feriez mieux de vous demander pourquoi le Los Angeles Times n'en a jamais parlé. » Alors j'ai trouvé que c'était quand même un assez bon argument, il est bien envoyé, et je me demande si Vladimir finalement ne va pas se présenter aux élections municipales, vu la tournure que prennent les événements. En tout cas, l'Américain a conclu qu'il était impatient de voir ce que Trump allait nous sortir de sa musette, de son chapeau pour humilier Macron pendant la rencontre de Biarritz, sur son propre territoire donc, et nous partageons quand même un peu cette impatience et cette curiosité. Vladimir a dit, moi je serais Trump, je répondrais directement à Poutine en lui disant qu'il n'avait pas besoin d'utiliser un petit télégraphiste et que sa porte restait ouverte. L'Américain s'est penché vers moi, il a dit, votre jeune ami ferait quand même un bon diplomate. Abonnez-vous, merci.